Bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors évidemment, pas d'émission sur les livres sans auteur. Ils seront nos invités dans la première partie de l'émission. Puis, vous retrouverez nos critiques attitrés, Jean-Marc Daniel, Christian Chavagneux, qui vous livreront leur coup de cœur et leur coup de gueule avant que nos chroniqueurs Stéphanie Colo, notre bibliothécaire, et Benaouda Abdedaïm, notre globe-trotteur, vous fassent découvrir leur livre d'avant et leur livre d'ailleurs. N'oubliez pas notre compte Twitter, notre page Facebook, librairie de l'écho. Et on démarre tout de suite avec nos invités. Eh bien, la librairie de l'écho vous propose aujourd'hui de passer à table, d'aller voir dans nos assiettes ce qu'on y trouve vraiment. Pourquoi les peurs alimentaires sont-elles si grandes alors que sur le plan sanitaire, notre alimentation n'a jamais été aussi sûre? N'exagère-t-on pas la dangerosité de tout un tas de produits, du sucre au gras, des pesticides aux OGM? Et dans quel but? Au profit de qui? Voilà les questions auxquelles nous allons tenter de répondre avec nos deux invités. Le premier, Bernard Pellegrin. Bonjour Bernard. Bonjour. Vous êtes journaliste indépendant après avoir passé 25 ans à l'AFP et vous publiez Sucre, enquête sur l'autre poudre aux éditions Taillandier. Notre deuxième invité est Gilles Rivière-Wechstein. Bonjour Gilles. Bonjour Emmanuel. Vous êtes fondateur de la revue mensuelle Agriculture et Environnement et vous publiez Panique dans l'assiette aux éditions Le Publieur. Alors Gilles Rivière-Wechstein, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il y a autant de peurs alimentaires, alors que quand on regarde les statistiques officielles sur le plan sanitaire, jamais l'alimentation n'a été aussi sûre? Je pense qu'il y a vraiment un business de la peur alimentaire. Il y a un business de la peur alimentaire pour pouvoir créer de nouvelles filières ou créer de nouvelles opportunités. Est-ce que vous pouvez nous donner des chiffres quand même? Parce que les gens vont avoir du mal à nous croire quand on leur dit mais sur le plan sanitaire, on n'a jamais aussi bien mangé. Sur, je sais pas moi, les gens qui meurent de produits avariés, etc. Il y en a que... Enfin, disons, on va prendre le sujet un petit peu différemment. Les peurs alimentaires ont toujours existé. Mais généralement, jusqu'à récemment, on avait peur de quoi? On avait peur de manquer d'alimentation. Ouais. Et la peur alimentaire, l'agriculteur était considéré comme un réducteur de risque parce que lui, il vous amenait de la nourriture. Maintenant, cette nourriture pouvait être avariée, pouvait être mal conservée, etc. Ce qui entraînait la deuxième peur alimentaire, c'était la peur des intoxications alimentaires. Aujourd'hui, les intoxications alimentaires, il y en a, mais vraiment très peu. Je pense que c'est en dessous de 200 personnes par an qui décèdent suite à des problèmes d'intoxication alimentaire. Qui sont des chiffres historiquement bas. Alors j'ai découvert dans votre livre, ce que j'ignorais totalement, c'est qu'avant les années 50, le yaourt n'était vendu qu'en pharmacie. Absolument. Si vous n'avez pas, on a oublié la diversité des produits qui sont disponibles aujourd'hui dans nos rayons. Alors, je ne dirais pas que tous sont très bons, mais on a une diversité extraordinaire et qui est très importante pour une autre raison, c'est que nous sommes omnivores. Et étant omnivores, nous avons plaisir et besoin d'une alimentation variée. Donc, nous avons envie d'innover et envie d'essayer des nouveaux produits. C'est dans notre nature d'omnivore, simplement. En même temps, nous sommes très prudents parce qu'on sait que manger peut être dangereux puisqu'il peut y avoir des intoxications alimentaires. Donc on a un réflexe de prudence. Et c'est ce paradoxe-là qui crée une situation dans laquelle les peurs alimentaires sont extrêmement faciles à manipuler et à organiser. Alors c'est ça, vous dites ces peurs alimentaires, elles sont instrumentalisées, notamment avec une redoutable mécanique qui est la fabrique du doute. Comment on fabrique ce doute ? On fabrique de la peur plutôt. En fait, je prends l'expression de la fabrique du doute parce que c'était celle qui était utilisée par le lobby des producteurs de cigarettes pour montrer que finalement on doutait des études. Exactement ce que vous avez décrit. C'est-à-dire que d'un côté on faisait des études montrant une chose, des études montrant une autre chose, et donc on créait un doute. Et donc on ne savait pas trop. C'est ce même mécanisme qui est utilisé, mais pour fabriquer des peurs. Et pour vous donner un chiffre très simple, vous montrer que ça marche très bien. On a fait un sondage et aujourd'hui 80% de la population regarde son assiette avec anxiété. 80%. Or ce chiffre est en croissance de 30 points en 3 ans. Mais pourquoi est-ce qu'on remet en cause cette alimentation moderne? Alors, on la remet en cause parce qu'aujourd'hui, la peur alimentaire, elle est basée sur tout ce qui n'est pas naturel. Voilà. Tout ce qui est additif d'une manière ou d'une autre est considéré comme quelque chose à risque. Et ça aussi, ça renvoie à quelque chose de très important. Et c'est une forme d'obscurantisme? Non, je dirais pas ça. Écoutez, avant qu'on retrouve aujourd'hui d'ailleurs sur d'autres sujets comme la vaccination ou des choses comme ça. Regardez, avant la boîte à conserve, quand vous aviez un aliment, vous regardiez votre aliment, vous le jugiez avec les yeux.
Ensuite, vous le touchiez pour voir à quoi comment il était. Ensuite, vous le goûtiez, vous le sentiez. Donc tous vos sens étaient utilisés pour vérifier que cet aliment était comestible. Or, aujourd'hui, vous achetez des produits dans lesquels vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. Et donc, cette peur de ce que monsieur le sociologue Fischler appelle les objets comestibles non identifiés est très forte, parce qu'on ne sait plus ce qu'il y a dedans. Donc, on veut des produits dans lesquels il n'y a plus d'additifs, il n'y a plus rien. On veut savoir ce qu'on mange, et donc, tout ce qui aurait été ajouté est une raison d'anxiété. Ouais, alors qu'en réalité, vous dites, tout ce qu'on mange aujourd'hui a été, à un moment ou à un autre de l'histoire, modifié par l'homme. Ah bah bien sûr, bien sûr. Et on ne mange, il n'y a aucune céréale, et d'ailleurs il n'y a pas non plus d'animaux qui n'ont pas été génétiquement modifiés par l'homme depuis une centaine d'années, avec une accélération ces 20 dernières années, ou ces 50 dernières années, plutôt ces 50 dernières années. Donc oui, bien entendu. Et en plus de ça, beaucoup d'aliments que nous mangeons, par exemple la tomate. Mais la tomate, c'est pas du tout un produit européen. La pomme de terre n'est pas un produit européen. Tous ces produits-là, ce sont des produits qu'on a amenés d'autres pays. La mandarine, c'est une production de l'homme. C'est l'homme qui a créé la mandarine. Donc et c'est normal, nous sommes dans l'innovation de nouveaux produits. Alors donc, est suspect tout ce qui est ajouté. Hein, donc, alors il y a trop d'engrais, trop de pesticides, trop de produits chimiques en tout genre. Et là, effectivement, est-ce qu'on jette pas le bébé avec l'eau du bain finalement? Bien sûr, parce qu'en fait, on se rend compte, et c'est là où c'est très intéressant ce que vous dites, c'est que pour moi, toutes les campagnes que nous voyons aujourd'hui autour d'un certain nombre de peurs, ce sont des leurres. Par exemple. Ce sont des leurres pour justement ne pas regarder les vrais problèmes. Alors, je rejoins ce que vous disiez sur la question du sucre. Il est évident qu'on mange beaucoup trop de sucre. Il est évident que s'il y a une question sanitaire à prendre en compte dans la question alimentaire, c'est de manger équilibré, de rien manger en excès. Or, mais sur le sucre, c'est possible, mais alors sur les pesticides, sur les perturbateurs endocriniens, qu'est-ce qu'on dit ? Écoutez, sur les perturbateurs endocriniens, par exemple, je viens à cette émission et vous m'avez mis de la pommade dans tous les sens. Ouais. Bon, personne ne se pose la question de s'il y avait des perturbateurs endocriniens là-dedans. En revanche, dans la nourriture, on se les pose. Donc pourquoi est-ce qu'il y a cette focalisation sur les perturbateurs endocriniens sur la nourriture? Est-ce que c'est un vrai sujet? Moi, je ne suis pas certain. Je pense qu'il y a d'autres domaines dans lesquels les perturbateurs endocriniens sont beaucoup plus dangereux. Les pesticides, par exemple, la personne qui a fait la préface de mon livre explique que... Dites-nous qui, parce que c'est intéressant. C'est le professeur Corpet, qui est un des spécialistes concernant les questions relatives au cancer et à l'alimentation. Et ce qu'il explique, c'est que lui, il mange une pomme tous les jours avec la peau. Il ne prend pas une pomme bio et il espère vivre 100 ans. Et il estime qu'en 100 ans, il aura consommé 30 000 pommes. Or, s'il veut ingurgiter la même dose de produits cancérigènes que dans un simple verre de vin, il explique qu'il devrait manger 25 millions de pommes. Donc là, vous voyez très bien qu'on focalise sur un problème alors que peut-être que ce n'est vraiment pas le vrai sujet. Moi, ce que je dis, c'est que la raison pour laquelle on le fait, c'est quoi ? Voilà. La raison pour laquelle on le fait, c'est parce que ça fait du business derrière. Vous avez des filières entières qui se créent sur la peur alimentaire. La peur des pesticides permet le développement de l'agriculture biologique, puisqu'elle prétend ne pas utiliser de pesticides. La peur du gluten permet des filières sans gluten, etc. Gilles, honnêtement, les filières bio aujourd'hui, ça pèse rien, c'est tout petit, je dirais pas que c'est anecdotique, mais vous avez l'air de dire que ça devient un gros business, etc. Mais est-ce que c'est le cas? La part de la consommation de produits bio des Français, elle est faible. Mais bien sûr, mais j'ai pas dit que ça faisait le changement global, mais vous avez des filières, et c'est d'ailleurs les gens qui sont dans ces filières aujourd'hui, les grandes surfaces font du bio, font du non bio, etc. On est dans un marché multiple, avec une segmentation du marché qui est entretenue pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait de nouveaux consommateurs. Ceci dit, dans le bio, la marge des grandes surfaces est beaucoup plus importante que dans le reste. C'est-à-dire qu'en fait, vous dites, là, le bingo, en fait, c'est quoi? C'est que le produit sans coûte plus cher. Se vend plus cher. Exactement. Et le marché, exactement. Exactement. Et donc, même problématique que pour le sucre, finalement, le secteur de l'agroalimentaire, lui, il s'en sort toujours. Absolument. Non seulement il s'en sort, mais il a intérêt à créer ce genre de dynamique, parce qu'avec la dynamique, il y a des nouveaux marchés, des nouveaux consommateurs qui viennent, des nouveaux produits qu'on met en avant, il y a une dynamique qui est mise, et surtout, ça permet de ne pas regarder les vrais problèmes. Pour les supermarchés ou pour la grande distribution, le vrai problème qui fâche, c'est la distribution de la valeur ajoutée. Pourquoi nous avons des agriculteurs qui sont en difficulté?
Parce qu'ils ne sont plus vraiment rémunérés pour ce qu'ils produisent. Donc tant qu'on focalise la population sur des faux problèmes, eh ben, les vrais problèmes ne seront pas traités. C'est un des risques qu'il y a avec les états-majors, les états généraux de l'alimentation, qui devraient en principe mettre sous la table de négociation l'ensemble des filières pour discuter de la valeur ajoutée, de la répartition de cette valeur ajoutée. Or là, vous avez les écologistes qui vont venir y participer pour, eux, focaliser sur d'autres problèmes. Et ça, c'est bien entendu le bingo pour la grande distribution, qui se réjouit déjà de voir que les états-majors de l'alimentation ne vont pas traiter les vrais problèmes. Alors, je vous pose la même question qu'à Bernard Pellegrin, c'est-à-dire que pour le consommateur lambda, entre les rapports contradictoires, c'est quand même très difficile de s'y retrouver. Là encore, comment on trie le bon grain de livret? Est-ce que on peut dire qu'il y a des rapports qui sont pas sérieux? Alors vous critiquez un peu les ONG et leurs études, vous dites c'est quand même pas très scientifique, mais comment on fait pour finalement distinguer une étude sérieuse d'une étude pas sérieuse? En tant que consommateur, il est très difficile de le faire. Et c'est la raison pour laquelle, depuis une vingtaine d'années, depuis l'histoire de la vache folle, nous avons mis en Europe, mais aussi dans d'autres pays, dans d'autres endroits du monde, des organismes sanitaires publics qui, eux, font des réelles évaluations. En France, nous avons l'ANSES. L'ANSES fonctionne très bien. La plupart des avis que donne l'ANSES sont absolument pas contestés. Vous avez d'autres pays qui ont exactement mis les mêmes structures. L'Europe met ses propres structures. Et je pense qu'il faut qu'on arrête de penser que toutes ces structures, qui sont des structures nationales, c'est pas un scientifique ici ou un scientifique là, ces structures-là, moi, je pense qu'on peut leur faire confiance, et quand vous regardez leur avis, en général, ne se contredisent pas. Si vous avez une structure qui dit quelque chose, une agence sanitaire qui dit quelque chose, et toutes les autres qui disent autre chose, il peut y avoir un petit problème. Mais en général, elles ne se contredisent pas. Et quand vous connaissez le fonctionnement de ces agences, franchement, je crois qu'il faut arrêter d'avoir cette panique et il faut plutôt faire revenir à du bon sens. Le bon sens, c'est quoi? C'est manger un peu de tout, manger sans excès et arrêter de paniquer dès qu'on voit le moindre reportage. Oui, sauf qu'on a quand même, enfin, je veux dire, le consommateur, il a quand même des raisons d'être inquiet. Quand vous avez eu la vache folle, quand vous avez eu les lasagnes à la viande de cheval, on voit qu'il y a quand même tout un tas de dysfonctionnements qui méritent quand même qu'on soit un peu vigilant sur ce qu'il y a dans l'assiette. Est-ce que c'est un scandale sanitaire d'avoir de la viande de cheval dans des lasagnes? Il y a un scandale commercial. Ah oui, non mais attendez une seconde, il y a un scandale commercial et ça a eu des conséquences énormes pour l'entreprise qui l'a fait. Mais il n'y avait pas un problème sanitaire, il n'y a pas eu un seul mort suite à ce scandale. Et sur la vache folle, je vous ferai remarquer qu'il y a eu plus d'agriculteurs qui se sont suicidés suite au traitement qu'on a fait avec la vache folle, que les intoxications alimentaires qui en découlent. Donc de nouveau, je ne dis pas que tout est rose dans ce monde, je dis qu'en ce qui concerne la santé, on parle bien de santé, là, on a de quoi être rassuré. Et c'est d'ailleurs ce qui explique que nous sommes en très bonne santé. Nous vivons de plus en plus vieux. Nous avons pris 20 années d'espérance de vie, y compris en bonne santé, depuis une trentaine d'années. C'est du jamais vu dans l'histoire. Et l'alimentation en fait partie. Merci beaucoup, Gilles Rivière-Weckstein, pour... Je rappelle votre livre Panique dans l'assiette, c'est aux éditions Le Publieur. Merci Bernard Pellegrin pour votre livre Sucre, enquête sur l'autre poudre. C'est publié aux éditions Taillandier. Allez, on se retrouve tout de suite avec nos critiques et nos chroniques.